C'est Pocast, ton moment poker c'est sûr. Surtout si tu es une serrure. Avec Flavien, M-Trip et Chauffe qui peut. Installez-vous, on joue un peu. Et c'est parti les gars, on est parti pour un nouvel épisode de podcast du coup. Et on a un programme à vous lécher les babines aujourd'hui, puisque du coup on va vous parler d'une thématique principale qui est comment bosser son jeu au poker de façon efficace. On va vous proposer une actu aussi par personne. J'en profite pour dire salut Adri. Salut Robin, salut Flav. J'espère que tu vas bien. Salut tous les deux. Et salut mon Flavien. Donc j'espère que vous êtes chaud pour ce nouvel épisode. J'en profite en introduction pour vous dire les gars, n'hésitez pas à nous soutenir en commentant le podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous regardez, à mettre un petit j'aime si vous passez un bon moment. En tout cas, nous, ça nous aide beaucoup. Et merci à tous de suivre ça. On est parti pour ce nouvel épisode. Flavien, je te laisse commencer avec ton actu. Ok, c'est moi qui commence par l'actu la plus marquante du coup. Alors, pour être complètement honnête, on est un peu dans un creux là en termes de news. On avait plein de choses avant, là on aura plein de choses bientôt avec EPT, tout ça. Mais au moment où on enregistre, c'est vrai que c'est un peu complexe. Mais je vais quand même parler d'un truc qui vient de sortir, c'est le programme des WSOP, qui en soi n'est pas une nouveauté marquante comparée aux années passées, même si nous, en tant que joueurs, Adrien, je pense que tu joues pas les WSOP cette année, mais Robin, tu les joues, c'est ça? Ouais, moi je vais les jouer. Ce sera mes Donc troisièmes. pour nous, on est 2 sur 3 du coup à être quand même vachement concernés par ça. Moi, c'est quand même un de mes objectifs. Je sais que toi aussi, le live, c'est un de tes gros objectifs, Robin, de manière générale, au poker. Donc c'est quelque chose qui est impactant et je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui typiquement jouent pas beaucoup de live et vont jouer les WSOP, il y a beaucoup de profils comme ça. Donc c'est quelque chose de très important du programme live en 2026. Le programme n'a pas beaucoup changé, on retrouve toujours les mêmes tournois, hein, les Mystery Millions, Monster Stack, Millionaire Maker, le Main Event également bien entendu. Mais à la limite si on peut lancer une controverse, c'est le nombre de tournois et le nombre de bracelets. Je sais pas trop ce que vous en pensez vous. Mais c'est vrai que ça fait qu'augmenter le nombre de bracelets. Et là, il y en a quand même vraiment beaucoup en soi. Et je comprends cette volonté d'en avoir beaucoup, mais c'est peut-être que ça dilue un petit peu l'intérêt des bracelets. Moi, je pense surtout aux bracelets online, tu vois. Et c'est vrai Ça que là, perd du quand on prestige, regarde du le coup. programme, bah ouais, parce que quand on regarde le programme, il y en a beaucoup, plus qu'avant. Il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a beaucoup online aussi, mine de rien, tu vois. Mm. Donc, sans même regarder le détail du programme, genre, j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop de bracelets distribués, quoi. Dont cette fameuse binarité online-live qui n'a pas trop son sens pour moi en termes de bracelets. Comment ça, la binarité? Tu penses qu'il faudrait regrouper, que ce soit considéré pareil ou que ça devrait pas exister online? Ou plutôt que ça devrait pas exister l'online, ou que ce serait un autre trophée, en fait, presque. Tu vois, tu donnerais un autre trophée, pas un bracelet, un autre truc. Comme par exemple, il y a les bagues pour les WSOPC, il faudrait un autre truc pour le online, tu vois. Parce que Alors c'est moi, quoi l'essence d'un bracelet? C'est le fait d'avoir gagné un WSOP à Vegas ou ensuite en Europe éventuellement, mais enfin c'est ça le bracelet pour moi. pour moi, s'il n'y avait pas eu de bracelet online, ça aurait été un petit peu genre comme si ça s'était ancré dans le passé et que justement les WSOP à Vegas, c'est pour moi quelque chose qui est prestigieux, qui est la plus grande reconnaissance en termes de poker il y a depuis, je sais pas, 30, 40 ans. Et si avec l'avènement du online depuis 15, 20 ans, ils s'étaient pas mis à jour et n'avaient pas proposé quelque chose sur ce nouveau terrain qui est le terrain où les gens pratiquent le plus le poker, parce que je pense qu'il y a plus de joueurs maintenant online que live, et du coup, j'aurais trouvé ils s'étaient pas mis à la page, j'aurais trouvé ça un petit peu dommage, quoi. Progressiste contre conservateur. Vas-y Robin, tranche parce que je sais que tu vas aller dans mon sens. Ouais, moi je suis plutôt dans ton sens, tu le sais bien. J'étais en train de faire l'analogie avec le PT, et c'est vrai que tu vois, si tu me mettais aujourd'hui un titre PT online, ça me ferait vraiment bizarre, quoi. Et du coup, moi je suis d'accord avec toi qu'il faudrait quelque chose d'indépendant, qui soit vraiment axé sur le online. Et moi, quand tu me dis gagner un bracelet, j'ai vraiment l'image à Vegas, d'aller jouer des files de live, d'aller, je sais pas, sur le podium, faire ta petite remise de prix avec le bracelet, etc. Et ouais, pour moi, c'est juste différent, quoi. Donc, ouais, je suis un peu plus conservateur sur le sujet, mais... Oui, le online, c'est hyper important, mais enfin, c'est une autre catégorie, c'est une autre compétition, c'est donc un autre trophée, tu vois. Tu m'aurais fait je sais pas, un WSOP online avec un autre type, avec une casquette dorée, tu vois, typiquement. Non, mais voilà, pour la blague, mais parce que Robin, il le kifferait du coup. Mais n'importe quel autre trophée qu'un bracelet qui ferait la distinction comme WSOPC, tu vois. WSOPC, c'est une bague. Donc, tu vois, tu te dis clairement, c'est différent. Alors, c'est pas... Tu gagnes un WSOPC, tu te dis pas j'ai gagné un WSOP, tu vois. Donc pour moi, l'online, il faudrait un truc un peu du même genre, quoi. Le problème, c'est que maintenant, c'est trop tard, parce qu'en fait, il y a déjà eu des bracelets online qui ont été distribués, tu vois. Mais c'est dur Après, de c'est mettre jamais en écrit dans le marbre, hein, ça pourra toujours évoluer, ou je pense qu'ils se posent les questions au niveau des WSOP, etc. Moi, ce que je voulais rebondir, c'était aussi sur le nombre de bracelets qui sont distribués. C'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'il y en avait beaucoup, et que ça diluait le prestige d'un bracelet WSOP. Mais ça, je pense que c'est une vision un peu, je sais pas, un peu puriste. Et en vrai, je pense que plus t'as de bracelets, plus t'as de tournois, plus t'as de joueurs qui peuvent en gagner, et plus ça fait rêver, quoi, tout simplement.
Demain, tu es un profil C'est amateur, une tu marque, viens hein. jouer avec. C'est une marque Ouais, du voilà, WSOP, quoi. c'est une marque, ça Faut amène qu'il y ait plein des de tournois joueurs. qui se lancent, faut que ça génère de l'argent aussi. Enfin, Exactement. Et puis ça amène plein de joueurs en fait. T'as plein de bracelets différents sur plein de variantes, sur plein de types de tournois. Ça dure sur 2 mois, je crois, les WSOP. Enfin, c'est une folie quoi. Donc bon, je pense que ça a des avantages, des inconvénients. C'est pas ce que je préfère. Je préférais gagner un titre PT si j'avais le choix. Mais je prends le bracelet quand même, peu importe lequel. Voilà. Adri, est-ce que Ok. tu veux enchaîner avec ton actu? Ouais, bien sûr. J'ai ratissé un petit peu large vu que, comme on dit, c'est un moment de creux. Et du coup, je vais vous parler des 2 médailles françaises récentes en biathlon au jeu de Milan-Cortina. Je plaisante, bien évidemment, même si on soulignera la perte des Français en relais mixte et sur le 20 km individuel. Mais non, depuis que Le qu'on mec a a parlé. pas compris le fait que quand il dit ça, ils ont déjà vu la finale depuis 10 jours, les courses, quoi. Je sais bien, mais du coup, c'est un petit peu de lourdeur. J'adore ça, ça me caractérise. Non, par contre, tu m'as parlé de bracelet online et il y a quelqu'un qui a montré un bracelet online récemment dans une vidéo YouTube. C'est Thomas Santerne qui fait partie de la team Smardex qui a sorti un nouvel épisode que j'ai trouvé très très sympa. On voit un peu ses insides. C'était pas mon actu de base, mais ça m'y a fait penser. Et du coup, cette partie YouTube m'a également fait penser à l'épisode 3 de la team Partouche qui vient de sortir. Et oh là là, les dingueries qui s'est passé. Je ne vous spoile pas, mais n'hésitez pas à aller le voir. Bref, sinon, mon actu principal concerne le point .com et notamment GG Poker qui avait organisé un tournoi qui s'appelait le 150 $ GG Masters Anniversary et il était garanti 10 millions de dollars. Donc c'est colossal comme garantie. Et il se trouve que ce tournoi a fait un overlay. Donc on entendait qu'il n'a pas atteint le nombre d'inscriptions suffisant pour qu'il y ait de l'argent excédentaire et que du coup la garantie va couvrir ce qui manque. Et du coup, il a manqué 1 700 000 $. Donc c'est colossal. Ce qui fait que les joueurs qui avaient la chance de s'être inscrits au tournoi, eh ben, ils ont bénéficié de 1 700 000 $ en plus qui n'avaient pas été mis par les joueurs. Ce qui fait que le tournoi à 150 $ est devenu un tournoi à 180. Donc ils avaient déjà environ 20% de ROI sur le tournoi avant même qu'il commence, quoi. Donc voilà pour cette petite dinguerie. Et on a l'impression que leurs finances se passent très très bien vu qu'ils peuvent se permettre ce genre d'erreur de calcul, quoi. Après, Voilà. regarde, si tu as 17% d'overlay et que tu as 10% de rake, 10-11% de rake, ça veut dire que techniquement, avec les gens, ce qu'ils ont payé en rake, tous ceux qui sont inscrits, tu supprimes une partie quand même de cet overlay-là. Donc ça leur coûte pas 1,7 million, ça leur coûte genre 600 000, quoi. Je dis pas que c'est nickel, c'est détente, tu vois. Mais bon, à nuancer quand même, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Après, le rec est moins important sur le point com, il me semble. En plus, plus on joue à Hmm. SX, moins ça descend sous les 10%, donc ça reste quand même OK, quoi. Bon. Mais moi, je pense que ça En fait tout même cas, une super oublie pas opération de que com, quoi. overlay ne signifie pas perdre d'argent, quoi. Ouais. Excuse-moi, Flavien. Je disais, moi, du coup, je pense que ça fait une super opération de communication marketing, quoi. Ça va être brandé partout. T'en parles sur le podcast, il va y avoir des articles peut-être sur le CP sur le sujet. Et du coup, les 1 million investis dans l'overlay, en vrai, c'est une super opération de communication. Et t'as peut-être plein de gens qui vont s'intéresser au tournoi GG. Alors, je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais ça pourrait être du génie de l'avoir fait exprès, je pense. Oui, je pense Hmm. sûr. Vu le mastodonte que c'est, en fait, 1 million, ils en ont rien à Ouais, cirer, mais quoi. ça, c'est sûr. Ils ont des 600 000, des 1 million de joueurs qui jouent le dimanche sur leur site, tous les high stakers, etc. Donc pour eux, c'est pas grand-chose, quoi. Ah, le C'est marrant de stagiaire, voir t'as fait une erreur de calcul, c'est pas bien, mais c'est pas grave, on te garde quand même. Pardon? c'est marrant parce qu'une fois qu'il y a l'overlay, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils en font en termes de communication. Est-ce que finalement ils se disent c'est une catastrophe, machin, ou est-ce qu'ils communiquent dessus presque comme vous dites, et ça dégage quelque chose de positif, les joueurs qui ont envie de venir. Parce que historiquement, je sais pas si vous connaissiez cette histoire du Partouche Poker Tour qui avait eu lieu il y a peut-être 10 ans de ça, et ils avaient garanti un prize pool, et du coup ils avaient été forcés sur un tournoi live, c'est une folie, hein. Sur un tournoi live, il y avait donc eu un overlay. Et le min cash était passé genre c'était un 10 000 euros, je crois, le tournoi, ou un 8 500 euros. Et le min cash était passé genre de 17 000 du coup à 21 000, un truc du genre. Il y avait eu un bon 20% d'overlay. Et le truc, c'est qu'à l'époque, plutôt qu'à la limite surfer là-dessus pour que l'année d'après, il y ait plus de gens qui viennent, ils se disent ah, trop bien, machin, ils avaient fait un peu l'inverse, quoi. Ils avaient fait l'autruche, ils s'étaient énervés et ça avait dégagé l'inverse, quoi. Donc c'est vrai que overlay, certes, bon, ça coûte moins cher que comme on disait tout à l'heure, parce qu'il y a aussi le reg qui est généré en soi. Et ensuite, bah, on peut se dire faisons de la com par-dessus et servons-nous de ça pour attirer des gens, quoi. Voilà. Bah, si t'arrives à imprimer dans la Et tête je de pense tous que les joueurs peut-être que les online. frais aussi en live online. Excuse-moi, vas-y. Je pense que les frais en live et online sont pas pareils, donc peut-être que Partouche, si c'était un tournoi physique, du coup, ils avaient déjà peut-être engagé tous les croupiers, etc. Et donc, du coup, Bien sûr, évidemment. c'est pas pareil. Mais c'est vrai que c'est très Ah oui, important oui, la en façon termes dont de on pertes, présente les c'est choses. massif, ouais. Mm. Bah écoutez les gars, on va passer à notre thématique principale si ça vous convient. Et c'est pas une petite thématique. Je pense que c'est possible qu'on aborde plein de sujets dans cette thématique qu'on pourra réaborder derrière de façon plus spécifique. Puisque là, du coup, on va parler de comment progresser au poker. Demain, on arrive, on est joueur, peu importe son niveau, on a envie de se mettre à bosser son jeu, on a envie de progresser.
quelles sont les options qui s'offrent à nous, quelle est la façon la plus efficace d'aller détailler un plan d'action pour progresser en fonction de son niveau. C'est pas toujours évident. Je pense que toi, Flavien, tu es très bien placé pour en parler puisque du coup, tu coaches et tu as plein de joueurs qui viennent te voir et qui te proposent, qui te demandent comment faire, qui sont peut-être perdus pour s'y retrouver entre les masterclass, les différents sites, etc., qui doivent exister de coaching, prendre un coach, les streams, les vidéos gratuites sur YouTube, etc. Je pense qu'il y a plein de contenu. On est dans une période où il y a beaucoup plus de contenu qu'il y a 10 ans. Comment s'y retrouver, comment pas perdre son temps. Voilà, on va essayer de débroussailler un petit peu tout ça, de donner les grandes lignes. On n'arrivera pas à répondre pour chacun des cas spécifiques, mais voilà. Déjà, Adri, toi, j'ai envie de te donner la parole pour commencer, parce que du coup, tu as bien progressé ces dernières années. J'imagine que tu es passé des streams, je t'ai déjà entendu le dire sur ton stream, en l'occurrence, de regarder des streams YouTube, à travailler ton jeu, beaucoup plus GTO, à utiliser des outils maintenant comme GTO Wizard, HRC, etc. Comment tu vois ça aujourd'hui pour un joueur qui a vraiment une vision, qui a vraiment jamais travaillé son jeu à part regarder des contenus, ce qui est la plupart des joueurs, je pense. Quel est le déclic déjà et qu'est-ce qui te pousse à aller vers ça et comment toi t'as fait pour te guider là-dedans? Alors, ça fait beaucoup de questions en une, mais ce à quoi tu m'as fait penser, c'est surtout la partie théorique, Wizard, etc. GTO, je pense que ça, c'est une grave erreur que j'ai faite au début. C'est-à-dire que je me suis directement intéressé à ça. J'ai eu la chance de chatter un Pocus quand j'étais joueur amateur et j'avais gagné 3500 € sur un 5 euros. Je me suis dit comment investir cet argent pour progresser dans cette nouvelle discipline qui me plaît beaucoup. Et je commençais à regarder pour acheter un logiciel qui s'appelait PioSolver à l'époque, qui permettait de faire des sims GTO, etc. Et en fait, c'est complètement une erreur parce que quand on joue en micro-limite, personne ne joue GTO. Et si on joue donc GTO, ça veut dire Game Theory Optimal, c'est-à-dire à l'équilibre contre un robot pour ne pas perdre d'argent et minimiser, enfin bref, voilà. Et bah du coup, on va perdre des sous parce que contre un joueur amateur qui est humain et qui fait plein d'erreurs, c'est pas la façon de gagner le plus de jetons. Donc je pense que déjà la GTO, c'est quelque chose à bannir au tout début de la progression. Et ce que je pense être important, c'est de bien s'entourer, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui sont motivées également pour travailler, avec lesquelles on peut échanger sur des mains et avoir un feedback, etc. Dans mon propre cas, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, grâce à la chaîne Twitch de Z-Chance, contacté des joueurs et créé un Discord privé avec des joueurs qui étaient également ABI 5 euros, ce qui m'a permis de commencer à discuter avec eux. Il y en avait qui étaient un petit peu meilleurs, donc qui tiraient les autres vers le haut, pardon, etc. Et après, j'avais pris Flavien, notamment en coach, vu que c'est la figure de proue du coaching sur Internet en France. Et j'avais Qui pris t'a tiré vers le bas. Non, qui m'a tiré vers le haut et surtout qui m'avait ouvert des yeux sur les yeux sur des réalités, notamment sur qu'est-ce qui peut être souhaitable dans le poker, quels sont nos objectifs, est-ce qu'on veut aller jouer high stakes, jouer les 10K online et les 50K en live, ou à contrario, est-ce qu'on veut s'installer online, ABI 50-60, maximiser le rapport entre le travail du jeu et les gains, etc. Donc, il y a pas mal de trucs à ce sujet-là. Je Ok. pense que j'ai pas répondu à toutes les questions, mais ça viendra peut-être plus tard, Non, si mais Flav veut compléter. c'était très bien. Flavien, Ouais, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, toi? bon, beaucoup de choses à dire, donc c'est dur de compartimenter et tout, mais déjà, il y a un truc, c'est que on travaille pas du tout le jeu de la même manière selon son niveau, depuis combien de temps on joue au poker. Quelqu'un qui est complètement néophyte et qui connaît à peine les règles, ou quelqu'un qui est déjà un petit peu connaisseur du jeu depuis des années, ou quelqu'un qui est déjà un joueur semi-pro, entre guillemets. Et il y a beaucoup de manières différentes de travailler. Et les deux vont mettre en interaction la pratique et l'étude du jeu, quoi qu'il advienne. Et selon à quel stade d'évolution on est, bah, il va y avoir des ratios qui sont différents. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment pas à sous-estimer, il y a enfin, le ratio, il est quand même très déséquilibré du côté de la pratique malgré tout. Même si on travaille beaucoup son jeu, c'est très désorienté du côté de la pratique. Éventuellement, à un certain niveau de jeu, pour progresser, il va falloir vraiment aller beaucoup plus deep. Mais la réalité, c'est que la plupart des joueurs, presque, et les gens qui ont volonté d'étudier le jeu, ça va beaucoup être des gens qui adorent ce schéma, ce truc de réflexion lié au poker, tout ça, et qui vont presque trop étudier comparé à la pratique. Mm. Un néophyte, par exemple, un débutant complet, moi je lui dirais, c'est simple, tu travailles rien. Joue 2 mois, et ensuite reviens et regarde une vidéo. Parce que si tu regardes une vidéo qui répond à une problématique, il faut déjà que la problématique, tu l'aies vécue. Si tu regardes une vidéo qui te dit, ouais, vas-y, fais des continuation bets parce que les gens, ils ont pas touché le flop. Toi, tu vas être là, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, pas toucher Mm. le flop? C'est quoi ce délire? Alors que si tu joues, tu fais, putain, j'ai payé, j'ai pas touché le flop, j'ai passé, j'ai pas touché le flop, j'ai passé. Tu vois, ça va répondre à une problématique et il va y avoir sans arrêt cette chose-là. Là, je prends un exemple extrêmement simple du continuation bet, mais il va y en avoir des tas d'autres, que ce soit des réactions à des 3 bêtes, à des 4 bêtes, l'impact de l'ICM, des check raise au flop, etc. Bref, il va y avoir des choses de plus en plus complexes, dures en tout cas à travailler. Et on a besoin de se confronter à ces situations avant de les résoudre. Donc déjà, selon votre niveau de jeu, vous n'allez pas travailler de la même manière. Et surtout, Ensuite,
Si je Oui, peux vas-y. compléter ce que tu dis, Flav, c'est que les thématiques donc là que tu es en train d'aborder, il va être important de bien les choisir. C'est-à-dire qu'on va pas, après 2 mois, donc je suis d'accord sur le fait qu'il faut beaucoup jouer et après bosser. Au bout de 2 mois, on va pas commencer à bosser à les pots 4 bêtes hors position. On va plutôt se rendre compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui limp et du coup, comment réagir face à un limp, quelle main isolée, etc. Et du coup, il faut que ce soit pertinent et une situation qui se présente le plus souvent possible pour que les travails aient un impact direct sur les résultats. Le travail a un impact direct sur les résultats. Ouais, 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 ça c'est clair. Et ensuite, on peut répondre à la question globale qui est, bon, bah, comment est-ce que je travaille? Est-ce que je regarde une vidéo? Est-ce que je regarde prendre une masterclass? Est-ce que je prends du coaching? Est-ce que je prends... Voilà. Alors déjà, si vous vous posez la question, c'est souvent que vous êtes un joueur soit débutant, soit un joueur qui joue depuis un petit moment, mais qui stagne, entre guillemets. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Ça peut être un manque d'engagement parce que notre travail, notre vie, etc., prend beaucoup de temps et on n'a pas le temps de beaucoup jouer au poker. Tout comme ça peut être juste, bah, on n'a pas envie de travailler son jeu. Bref, il peut y avoir plein de raisons, peu importe. Mais la réalité, c'est que souvent, juste regarder le contenu gratuit, pour 90% des joueurs, ça va suffire. Donc déjà, je ne veux pas vous inciter à aller prendre du coaching, à aller prendre, à acheter des contenus payants. Ce qui, du coup, je pense, c'est honnête de ma part, parce que si vous achetez du contenu, ça me fait gagner de l'argent. Donc, mais je pense que 90% des gens peuvent se contenter de regarder des vidéos sur Internet, sur YouTube. Alors, Un essayez de petit choisir point, des bonnes Flav. vidéos. Ouais, regardez les bonnes vidéos. Les vidéos genre déterminées, machin truc muche, ça, non, on s'en fout, hein. Regardez les vraies chaînes YouTube. Non, vas-y, Bon, je je me t'écoute, fais Adam. trash talk, je vais quand même dire ce que je pensais. C'est que c'est pas regarder, je me pose devant une série Netflix, devant Stranger Things, je sors le Hmm. popcorn et je me bois un verre de coca. C'est regarder de manière active, c'est-à-dire prendre des notes et essayer de synthétiser ce qui se passe et ensuite appliquer ce que vous avez appris pendant la vidéo. C'est pas juste de regarder quelque chose qui va vous faire entrer dans le crâne et ensuite il faut re-regarder, etc. Donc je pense que c'est important le côté actif de la consommation de contenu. Excuse-moi. C'est pas un divertissement, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Ce n'est pas un divertissement, une vidéo d'apprentissage. On regarde un stream, ça peut être divertissant avec quelques petites vertus pédagogiques, mais c'est surtout divertissant. Une vidéo YouTube qui se veut être stratégique, là, ça va être le but de le regarder. Moi, je dirais presque, on le regarde au premier jet une première fois comme ça, puis la deuxième fois, on prend des notes. C'est souvent comme ça que je veux faire pour des vidéos. Par exemple, pour les échecs, c'est ce que je faisais pendant des années. Là, je regardais beaucoup de vidéos d'échecs, c'est comme ça que je faisais. Je regardais un premier jet comme ça. Il y avait des trucs que je saisissais, d'autres non, puis ensuite, je le regardais, je prenais des notes. Et puis ensuite, je regardais mes notes. Mais forcément, ça veut dire pour une vidéo d'une heure, on a presque passé 3 heures dessus. Mais c'est comme ça qu'on va étudier quelque chose, une thématique précise. Donc, regardez des vidéos YouTube, vous en avez plein à disposition. On va pas vous faire tout le listening, mais vous en avez plein, 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 plein. Donc voilà, ça déjà, vous faites une grande partie du programme de travail en faisant ça. Ensuite, je rebondis sur un deuxième point, puis comme ça, je vous renvoie la balle à tous les deux. L'entourage, travailler avec des gens, discuter de main de poker. C'est pas forcément juste des trucs poussés, vous n'avez pas besoin d'aller dans un solver avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin d'aller très deep, mais juste parler de main avec des gens. Moi, ma meilleure méthode de travail avant que les solvers apparaissent, c'était d'aller boire un café tous les jours et de 14h à 17h avec Pierre, Vietfou, bah, on avait noté nos mains de la veille et on se les échangeait et on discutait. Et juste ça, c'est la meilleure méthode de travail en réalité. Donc, discutez de main de poker, mettez des mains de poker, soyez organisés là-dessus. Je sais qu'Adrien pourra en parler. Il a vraiment une méthode en termes de, je sais pas si tu l'as toujours, mais avec son petit Excel où il met les mains qui lui ont posé souci durant une session et tout. Mm. Et ne pêchez pas par orgueil. Vous pouvez discuter avec des joueurs qui sont moins forts que vous et progresser. C'est très utile de discuter avec des joueurs qui ont un niveau plus faible que le vôtre, puisque dans leur raisonnement, vous allez pouvoir voir des failles éventuellement et vous dire, OK, les gens pensent comme ça et c'est comme ça que je peux tenter de les battre. Donc vraiment pensez de cette manière-là, évitez de pêcher par orgueil. Voilà, peut-être je vous renvoie la balle parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour Mm. rebondir. Mais c'est vrai que la catégorie est très dense, c'est pas évident. Euh, Moi, juste un point, je pense que ce qui est primordial pour moi, en tout cas ce qui m'a concerné, c'est vraiment essayer de savoir où on veut aller, quoi. On a envie d'apprendre, est-ce qu'on a envie de devenir pro, est-ce qu'on a envie d'apprendre juste pour kiffer, est-ce qu'on a envie de... Enfin, voilà, quels sont vraiment l'objectif derrière ça, quel temps on a envie d'y mettre, quelle finance on a envie d'y mettre, et surtout essayer de réfléchir à quel est le moyen d'apprentissage qui nous convient le plus. Par exemple, moi, je sais qu'une masterclass, ça peut être assez indigeste pour moi. Par contre, du coaching, j'adore ça. J'adore discuter, j'adore avoir un échange interactif, j'adore avoir quelqu'un en face-to-face. Pareil avec les groupes de travail, j'adore ça. Pouvoir échanger, même un Discord, poser une main, avoir un échange avec des gens, on se sent bien, on se sent à l'aise, on n'a pas peur de se faire juger par rapport à la main qu'on donne. Je pense que ça, pour moi, en tout cas, ça peut être vraiment cool. Et ça permet vite de prendre une direction. Après, aujourd'hui, clairement, il y a une distinction entre coaching, masterclass, autre contenu payant en termes de coûts, quoi. Faut bien en être conscient. Est-ce que Flavien, toi, tu pourrais donner une idée pour les gens qui ont aucune idée de combien ça coûte, le coaching, par exemple?
Bah, ça va dépendre des coachs, hein. Encore une Ouais. fois, il va y avoir des deltas gigantesques. Il y a des gens qui vont coacher pour 40, 50, 60 euros de l'heure. On va quasiment jamais trouver en dessous de toute façon. Mm. Et bon, ça peut monter beaucoup plus haut, ça peut monter à 150 de l'heure. Et on peut même trouver des gens qui coachent pour encore plus. Mais bon, là, j'imagine que ce sera pour une catégorie, une caste de joueurs assez avancée. Mais il va y avoir beaucoup de deltas. C'est très dur de trouver des bons coachs, hein. Ouais, je suis C'est d'accord. d'avoir des gens Mm. compétents. Le bon point maintenant, c'est que la plupart des coachs ont une vitrine avec YouTube notamment, j'imagine. Donc il y a moyen d'avoir une bonne idée à la fois de leur niveau de jeu, mais aussi juste de leur manière d'expliquer, de parler, d'être pédagogique. Donc moi je dirais essayer de soyez curieux puis regardez les différents coachs et ce qu'ils ont à vous proposer en termes de contenu. Certains n'ont pas de vitrine et ce sera le bouche à oreille. Voilà. Mais fiez-vous au bouche à oreille beaucoup et fiez-vous à ce que vous pouvez regarder de la personne sur Internet. Et voilà. Aussi, il y a les résultats, il faut dissocier aussi les résultats de la capacité, comme tu disais, pédagogique de la personne. C'est que quelqu'un peut avoir des très très bons résultats, mais s'il est incapable d'expliquer son thinking et de le faire intégrer à quelqu'un d'autre, c'est plus compliqué, ouais. Il faut Ah, puis aussi les se méfier. résultats, c'est jamais, on n'a pas des résultats réels souvent, donc faut faire gaffe Mm. aussi, hein. Il faut des gros échantillons, etc. Ouais. Ouais, Mm. puis t'as peut-être même pas, imagine, là, t'as quelqu'un qui communique des perfs, mais t'as pas accès à son Charscope, ou tu as accès à son Charscope, mais t'as pas celle d'une autre room, enfin, tu vois, enfin, c'est dur à dire. Moi, j'aimais beaucoup ce que disait Adri sur GT Wizard. C'est vrai, ou tous les outils, type solver, etc. Moi, je suis pas du tout de la team les inclure tout de suite dans le parcours de progression, pour plein de raisons. Parce que je pense que ça peut être mal utilisé, parce qu'il y a plein de métagames, de grandes lignes du métagame à comprendre avant d'aller diguer dans les solvers. Et surtout pour moi, les solvers, ça a un biais cognitif, c'est que du coup, je trouve que dans l'utilisation, parfois, ça va être un peu la vérité absolue. C'est-à-dire que tu vas run un spot, la personne va dire, OK, ça c'est le truc absolu, et en fait, du coup, il va pas apprendre pourquoi le solver euh, va dans cette direction. Et du coup, au lieu d'apprendre par cœur des milliers de sims, bah, ça a beaucoup plus de V de comprendre pourquoi le solver dit ça, essayer de comprendre la logique qui est derrière, et du coup pouvoir réadapter derrière. Parce que c'est le problème pour moi de l'apprentissage type solver, c'est que ça détruit un peu la capacité d'adaptation. Parce qu'en fait, au poker, c'est tellement vaste, notamment en MTT, il y a tellement de profondeurs différentes, tellement de situations ICM différentes, etc., que le même spot, quand tu vas travailler un spot sur un solver, ça va être dur de le retrouver ou de le revivre régulièrement, quoi. Et du coup, Tu fais, Vas-y. pardon. Non, Tu non, lui fais vas-y. dire ce que tu veux au solver. Tu fais dire ce que C'est-à-dire tu veux que si, exactement. si ça te va pas, et du coup, ça en amène à une autre thématique pour moi qui est important, c'est l'absence d'ego et l'objectivité, en fait. Ouais. Ça va être très très dur quand nos collègues ils vont te dire t'as mal joué. Enfin, en tout cas, il faudrait déjà qu'ils mettent la forme. Ça sert à rien de dire mec, t'as fait un énorme punt, t'as spew et tout. Ça, déjà, je trouve que ça bloque. La forme va bloquer le fond. Et une fois qu'on a quelqu'un qui arrive à bien exprimer un point de vue, il faut être prêt à l'intégrer. Donc, si jamais c'est juste après le bust ou quoi que ce soit, moi, je sais que j'ai un petit peu plus de mal et je vais plus souvent me braquer. Donc, c'est important d'y revenir plus tard. Mais globalement, l'ego ne vous servira à rien quand il faut travailler le jeu. Et c'est important de pouvoir essayer d'envisager la posture des autres pour se remettre en question. Dans le pire des cas, il a tort et vous avez peut-être perdu un peu de temps, mais dans le meilleur des cas, vous allez apprendre beaucoup de choses, etc. Et vous aurez considéré de quelqu'un qui prend le temps de vous donner son point de vue. Donc ça, c'est super important. Je pense que ouais, l'ego va rien vous apporter là-dessus, quoi. Mhm. Flavien, tu te positionnes comment, toi, du coup, sur les solvers par rapport à tout ça? T'as une vision Alors, déjà, complémentaire ou... ouais, il y a des trucs à dire, c'est bon, comme vous disiez, on peut faire dire ce qu'on veut à un solver. Ah, cette main elle est 3 14% du temps et vous la prenez full fréquence ou jamais. Et en fait, vous n'avez pas du tout les bonnes fréquences, vous n'avez pas du tout les bonnes mains. Mais juste, il y a un petit peu de rouge là, donc ça fonctionne. Ou alors vous mettez dans un arbre, river, cette main elle est bluffée 3% du temps, ça me va. Moi je l'ai bluffé, ouais, il le fait de temps en temps. Et surtout ce truc qu'on regarde dans la case et on voit que c'est une EV très similaire entre plusieurs décisions. Et on se dit, ah bah c'est bon, c'est une EV similaire de toute façon ici que je call ou que je raise, machin. Mais c'est parce que l'équilibre global de chacune des décisions fait que les EV sont proches entre les deux. C'est ça qui fait que les EV sont proches. C'est pas juste la décision intrinsèque qui a une EV proche. Et du coup, c'est un grand, grand piège. Le solver, je pense que la plupart du temps, pour tout ce qui est utilisation turn et river, déjà, elle sera bullshit pour quasiment tout, enfin pour 80% des gens qui utilisent des solvers. Parce qu'ils sont pas dans les bons arbres, parce qu'ils n'utilisent pas la même stratégie flop, parce qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies pré-flop, qu'ils n'utilisent pas les mêmes sizing, ils n'ont pas le même Mm. split de range au flop. Bref, on arrive sur des nœuds beaucoup trop complexes, ou alors qu'ils n'ont pas paramétré pareil, parce qu'il n'y a pas exactement le même bubble factor, ICM, tout ça. On rentre sur des trucs un peu plus complexes. Mais turn et river, on se retrouve dans des arbres trop précis. Et je pense qu'il faut plus essayer de comprendre que d'essayer d'aller voir deep dans ces arbres-là. Il faut juste essayer de les comprendre. Par contre, pré-flop et flop, là, je pense que c'est un peu plus important d'essayer de créer des modèles et de fit un peu plus là-dessus, puisque là, c'est possible. Donc, je pense notamment à des ranges de 3 bêtes,
et des stratégies au flop, même si celles-ci doivent être adaptées, puisque bien entendu, on peut lock, on peut vérifier des stratégies contre des profils, etc. Et la deuxième chose, c'est ouais, allez pas utiliser. Pour moi, les solvers, c'est évidemment un logiciel. Je vais pas vous dire utilisez pas de solver, mais faites très attention. Et moi, je considère que mon travail, c'est d'aller dans un solver et de rendre ça digeste, de donner une sorte de compte rendu de ce que fait le solver. Ah, il donne ça comme range de 3 bêtes, c'est un vrai patchwork. Ok, voilà ce que moi je te propose. Je suis parti de ce patchwork et comment je suis arrivé là. Et je considère que c'est ça mon travail quand je fais une formation. C'est de partir d'un truc qui est indigeste pour donner le contenu final. Donc si autant je disais que 90% des gens doivent se contenter du contenu gratuit et ça sera très bien, si vous voulez aller plus loin, avant de passer par la case solver, je pense que d'abord passer par la case soit coaching, soit masterclass, soit les trucs de ce genre-là, pour avoir ce contenu de GTO digeste, c'est une bonne chose. Et une fois que vous voudrez aller plus loin, là, effectivement, utilisez le logiciel pour le travailler de vous-même, parce que vous avez déjà tous les outils. Voilà. Je pense que si d'ailleurs on essaie d'imaginer un petit peu une sorte de timeline, donc une frise chronologique de la progression au poker, vu que la plupart des gens qui vont commencer à progresser vont commencer par le niveau 0, vraiment la partie solver dont on parle, GTO, etc., pour moi elle arrive vraiment sur le troisième quart, on va dire vers la fin, et avant il y a tout Ouais. ce que tu dis, Flav, il y a la découverte du jeu, le fait de commencer à apprendre quelques concepts, etc. Donc là on en a beaucoup parlé, mais si on recadre le truc, je pense que ça c'est destiné vraiment déjà à des joueurs qui comprennent ce qui se passe et qui sont en capacité d'utiliser correctement un solver, quoi. Mm. Moi, je vais juste rebondir sur les contenus gratuits. Je sais pas comment vous le percevez, vous, les gars, mais moi, c'est quelque chose que j'ai fait aussi quand j'ai commencé. J'ai regardé beaucoup de streams, notamment. Et, et je pense que c'est pas le plus efficient, quoi, pour progresser. C'est quelque chose qui est pas designé pour progresser. C'est Tu quelque parles chose du stream spécifiquement, là. Hein. du stream spécifiquement. Voilà. Parce que du coup, en termes de temps investi, quand tu regardes un stream, une soirée d'un streamer qui va faire sa session, tu vas aller faire 5-6 heures à regarder. Et 5-6 heures de pédagogie, c'est monstrueux. Mais le problème sur un stream, c'est que déjà, tu vas voir pas forcément beaucoup de spots par rapport à 5-6 heures de travail sur un site de coaching ou sur une masterclass. Et en plus, tu vas voir des spots complètement décorrélés. Et en plus, parfois, le streamer est aussi animateur, donc il va pas adapter sa façon de parler à ton cas spécifiquement. Donc quand il va parler d'une main, il va pas s'adresser à toi, il va s'adresser à globalement son audience. Et du coup, moi, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des streams au début. Et je pense honnêtement que c'était pas une perte de temps parce que je passais un bon moment. J'apprenais quand même des choses. Mais je pense que si je devais rechercher la progression rapide et efficace, c'est pas le moyen que je recommanderais directement. C'est mon avis perso en tout cas. Ouais, c'est 80% divertissement et 20% progression un stream, là où une vidéo, c'est 95% progression, quoi. Je pense, Je ouais. suis d'accord. Ouais. Ça va dépendre aussi de la capacité du streamer à expliquer ce qu'il fait ou s'il est juste là dans l'entertainment, tout ça. Complètement. Et d'autant plus, comme tu le disais, Robin, quand il va faire une action, déjà, il va l'expliquer d'une certaine façon qui va ou pas résonner en toi. Mais la seconde chose, c'est peut-être qu'il a aussi des notes et des événements parallèles dont il ne parle pas qui conduisent à cette décision. Donc, en fait, si on n'a qu'un spectre de l'arbre de réflexion, comme tu l'as souvent dit, Flav, c'est qu'on va aboutir à des mauvaises décisions parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi on fait les choses et une petite différence dans un spot va aboutir à une décision qui va être totalement différente. Et ça amène à un truc qui pour moi est super important, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc comme tu le disais, encore une fois, Flav, tu disais, moi mon but c'est de prendre la GTO et d'essayer de la simplifier, de la décortiquer et de l'expliquer aux gens. Et ben il faut comprendre pourquoi on prend ce combo. C'est pas est-ce qu'on prend plus à 5 ou à 4, c'est si on prend ça, c'est parce qu'on veut bloquer les folds, etc. Et le fait de comprendre permet déjà de mieux ancrer la connaissance et ça permet également de dévier et de plaquer son raisonnement d'un spot qu'on a appris à un autre. On se dit, ah bah parce que si dans cette situation on veut faire ça, dans celle-ci on doit vouloir faire ça. Et je pense que c'est important de ne pas apprendre bêtement, comme notamment moi j'ai pu le faire, et d'apprendre, ah, ici c'est assez off, bouton, machin, etc. C'est vraiment très très bête. Donc comprendre, et en plus on prend beaucoup plus de plaisir quand on comprend ce qu'on fait, quoi. Mhm. Pas juste du mimétisme. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est quelque chose que tu fais très bien, Adri, d'expliquer sur tes streams. C'est un truc que je regarde de temps en temps, du coup, et franchement, je pense que t'es un des meilleurs sur l'explication de tes coups, sur pourquoi tu choisis tel ou tel bloqueur. Et après, c'est pas un jugement, c'est un goût perso. Moi, quand je regarde un stream, j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'interroger sur les coups, j'ai envie de comprendre les raisonnements, j'ai envie de challenger mon thinking. Et du coup, c'est ce que je cherche en priorité. Et du coup, pour le coup, tes streams sont vraiment super là-dessus, quoi. Parce qu'il réfléchit à voix haute, ça c'est Ouais, vraiment le il truc réfléchit qu'il à voix avait haute, depuis exactement. longtemps. Ce truc de... Mais c'est pas Et toujours ouais, le cas. ça m'amène à un dernier point, c'est qu'il faut toujours prendre les choses avec des pincettes parce qu'il y a des gens qui ont l'air très sur d'eux et qui peuvent Ah, en c'est dire vrai. plein de choses. Et pour autant, soit ils ont appris quelque chose d'erroné, soit ils ont mal compris, soit il y a plein de trucs. Donc vraiment, personne n'a la science infuse et du coup, il faut toujours Oh avoir là un là, esprit critique par on rapport à en ce qu'on voit. parlera dans l'anecdote, vous allez voir, j'ai un truc par rapport à ça. Oh, le Les teasing. gens qui se pensent trop beaux ou ceux qui se pensent pas assez beaux, vous allez voir. Ouais. Mais ce que dit Adri, c'est redondant avec ce que tu disais aussi tout à l'heure sur l'apprentissage. Quand tu regardes un contenu, faut pas le regarder de façon passive, quoi. Faut réfléchir à toi, à ton thinking,
Et après, tu écoutes le streamer, tu vois si toi, ça te plaît, ça te convient ou pas. Pareil avec un coach, il faut jamais boire comme ça les paroles. Si vous challengez pas, vous allez progresser beaucoup moins vite, je pense. Moi, dans mes prises de notes sur les élèves, j'ai un truc, je mets BDC, c'est le biais du coach. Quand je sens qu'un élève, je lui dis des trucs et vraiment juste il écoute et il est jamais dans l'échange et tout, parce que je peux lui dire ce que je veux, ça rentre, je note ça, de manière à faire très attention et me forcer à aller tirer les verres du nez, tu vois. Et Mais c'est important effectivement, la c'est un truc contradiction. intéressant. Ouais. C'est important parce que du coup, comme vous l'expliquez dans la masterclass avec le neuropsychologue, c'est qu'il y a la coloration émotionnelle qui est un moyen d'apprentissage qui fait que quand quelque chose nous émeut, nous rend heureux ou nous énerve, on aura plus de facilité à le retenir comme un bad beat ou quoi que ce soit, parce que ça aura fait un écho dans notre système, je sais pas quoi, cérébral. Et donc, du coup, si jamais vous arrivez à rigoler des HH avec vos copains, ou au contraire être hyper triste parce que vous avez fait une grosse erreur, vous aurez beaucoup plus de facilité à retenir ce qui est dit, quoi. Et moi, il y a Ok. 2 points que j'aimerais mettre en avant, si vous voulez pas rebondir là-dessus. C'est le fait de mettre en place une routine, parce qu'on a parlé des moyens de ce qu'ils pouvaient faire, mais je pense que c'est important de comprendre que c'est pas un sprint. Généralement, quand on va découvrir une discipline, on va être passionné, on va se dire, ouais, c'est génial, j'ai envie de faire plein de choses. Ça va être un peu comme les résolutions du premier de l'an, c'est-à-dire qu'on va les tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais au bout d'un mois, il y aura plus rien. Et donc, je conseille plutôt que de partir fort, de partir loin et de se dire, bah, moi, j'ai envie de devenir bon au poker, j'ai envie de devenir un joueur gagnant. Je vais me dire, je travaille juste 2 heures par semaine. Je me dis le mercredi après-midi, les enfants, ils sont au foot ou quoi que ce soit. Je me fixe 2 heures. Et si je fais ça pendant 6 mois, ce sera bien mieux que de commencer à faire des journées intégrales, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre, qui est important pour passer justement de cette étude du jeu, de la théorie à la pratique, c'est quand on lance une session, de se fixer des intentions particulières. Parce que lors des phases de travail du jeu, vous allez voir plein de concepts, on ne peut pas penser à tout en session. Donc je vous conseille de vous faire un petit post-it ou une note virtuelle sur votre ordi qui dit, bah, moi je vais me concentrer sur le jeu en big blind et sur mes check raise en big blind. Ça fait 2 points sur lesquels particulièrement je vais réfléchir. Et du coup, quand j'aurai un spot, je suis en big blind, je sais que je dois bien réfléchir et essayer d'appliquer ce que j'ai vu. Et d'ailleurs, ça aura une plus-value supplémentaire, c'est-à-dire que même si votre session est perdante et que vous aimez pas trop le résultat, vous direz je suis content de moi, j'ai bien fait les choses, j'ai essayé d'appliquer ce que j'ai appris. On arrivera quand même à tirer du positif d'une session qui pourrait avoir un résultat négatif. Voilà. Vous n'avez pas une deuxième chose? C'était 2 Ah, choses, c'est deux c'était choses. fixer des intentions et mettre en place une routine de travail. Ok. Moi, j'avais un truc sur le multitabling aussi. Je sais pas, Flavien, si tu as un truc à rajouter, mais juste le multitabling, je trouve que quand on est en phase de progression, c'est quelque chose de très dangereux globalement. Pour moi, le multitabling, c'est quand on a un jeu qui est avéré comme gagnant, on sait qu'on veut maximiser notre V et qu'on veut vraiment voilà, faire du volume. Mais pour faire du volume, il faut être sûr déjà d'avoir un jeu gagnant. Et encore plus quand on veut progresser pour s'attacher à des concepts, pour progresser sur des spots spécifiques, etc. Moi, c'est quelque chose que je trouve pas pertinent en tout cas. Donc, je vous conseillerais plutôt de réduire votre nombre de tables quand vous êtes en train de travailler de façon générale. Et encore plus quand vous voulez travailler des spots spécifiques. Essayez de ne pas abuser du multitabling parce que pour moi, c'est contre-productif. J'ai un point de vue assez clivant sur le multitabling de toute façon, mais Je l'ai je vu à pense tes mimiques que tout le monde joue trop de tables au poker de toute Ouais. façon. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont assez évidentes à comprendre au fait de trop multitabler, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus pernicieuses sur la perte de motivation, sur la perte d'appétit du jeu et aussi sur l'incapacité du coup à continuer à progresser parce que si on joue trop de tables, on devient un peu une machine pour juste appliquer ce qu'on connaît et donc on ne réfléchit plus, on applique juste ce qu'on Mhm. connaît. Donc je pense que de manière générale, faut faire très attention. Et on est un petit peu dans un... je sais pas, on baigne dans un climat depuis des années, ça fait des années. Et il faut multitabler énormément parce que ça nous permet de vaincre la variance, tout ça. Mais pour moi, c'est du bullshit parce que oui, c'est sûr, faut pas monotabler. Si tu monotables, bah oui, tu viendras jamais au bout de la variance. Mais si tu joues trop de tables, donc trop, dur à quantifier qu'est-ce que c'est trop, mais souvent, trop, c'est déjà votre nombre de tables actuelles, pour être honnête, quasiment pour tout le monde. Et si on joue trop de tables, ce qui se passe, c'est qu'on perd en ROI sur chacune de nos tables. Donc en réalité, on joue avec plus de variance sur chacune de nos tables. Donc on ne bat pas plus la variance en jouant 3 tables de on plus. gagne en rec-back. On peut devenir un joueur de rec-back en MTT. Ouais, ouais. Perspective de vie intéressante. En vrai, c'est plus Non, mais grave que voilà, ça, hein. juste faites attention. Faites attention, jouez pas trop de tables, quoi. Moi, je Voilà. bois tes Enfin, paroles. moi, je suis d'accord. Vas-y, Adrien. Vas-y. Non, Du coup, juste pour revenir du coup sur le multitabling, je pense qu'il y a un truc qui s'accentue ici, c'est avec les réseaux sociaux et le système de la récompense. On est toujours en recherche de dopamine. Et du coup, moi, le premier, quand je vois que j'ai 12 tables qui clignotent, je suis content. J'ai des décisions, je gagne un pot, j'en perds un. Et il y a un petit côté vicieux là-dedans qui fait que justement, bah, ça permet de moins réfléchir et qu'on a toujours besoin et envie de lancer plus, quoi. je pense qu'il y a aussi le côté résultat. Le fait d'avoir envie de perf, de montrer à ses copains qu'on a gagné un tournoi, de montrer en stream, de montrer sur Instagram. Et du coup, ça, un truc qui te pousse à multitabler aussi, alors que potentiellement, t'es perdant à le faire.
Et moi, ce que je trouve un petit peu encore plus dangereux que ce que tu disais, Flavien, alors certes, tu perds de levée sur chacune de tes tables, je suis complètement d'accord, mais en plus, tu ralentis ta progression. Donc en fait, c'est un truc en plus qui va snowball derrière. Tu ralentis ta progression, donc tu n'auras pas progressé pour les prochaines sessions, et en fait, tu vas perdre mais ton EV fois 10 000 dans 5 ans par rapport à la progression que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas multitablé autant pendant 5 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'est pas mesuré par les joueurs, et moi le premier quand j'ai commencé en tout cas, et qu'aujourd'hui, je conseillerais vraiment de faire attention en tout cas. C'est important de progresser vite et fort au début pour justement maximiser les rendements qu'on aura derrière. Et c'est important du coup d'alterner phase de travail et phase d'étude du jeu pour ouais, emmagasiner de la connaissance. Et juste pour continuer sur le multitabling, comme disait Flav, il y a plein de décisions qui vont être automatisées quand on aura trop de tables, on va plus réfléchir dans les coups. Et ça nous amène un peu aux phases de l'apprentissage. C'est comme le vélo. Au départ, on ne sait pas qu'on ne sait pas faire de vélo et ensuite on doit réfléchir à tourner les pédales et à tenir le volant. Et au fur et à mesure, ça se fait tout seul. Et bah là, c'est pareil. On va commencer par apprendre des ranges préflop. Ça va nous demander à la réflexion. Est-ce que j'open roi 4 off au bouton, etc. Et une fois que ce sera intégré, cette décision-là, elle nous prendra plus de charge mentale et on pourra attribuer cette capacité cognitive à d'autres décisions. Donc c'est pour ça qu'il faut réduire le nombre de tables quand on est en train de se faire coacher et d'apprendre de nouveaux concepts pour bien les mettre en place. Et une fois qu'ils seront automatisés, qu'on pourra pédaler sans avoir à réfléchir, et ben là on aura de la place pour soit multitabler, soit apprendre d'autres choses par-dessus, quoi. Et du coup, est-ce qu'on open roi 4 au bouton? En chaos couvrant, oui. Sinon, le bottom, c'est roi 6 off, j'aurais dit. Sans deep. Magnifique. Je crois que roi 5, c'est 0.01 si tu mets 50 deep. Ça dépend qui t'as dans les Voilà. bandes quand même. Petit. Alors là, on parle GTO pur. Ouais, ouais. On dérive. Ok. Ouais. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur cette thématique ou pas? Ouais. Alors vas-y, mon plat. Alors moi, je vois un truc parce qu'on en a parlé un peu au début et on n'est pas trop revenu dessus et j'avais envie quand même d'en parler. Coaching versus masterclass versus autre contenu. Qu'est-ce qui est adapté pour chacun? Robin, tu as dit un truc que tu préférais avoir du coaching plutôt qu'un contenu froid, comme une masterclass, etc. Alors, j'insiste déjà sur un autre point, c'est qu'il y a d'autres types de contenus maintenant. Je crois que Pure Poker fait ça, nous on fait ça avec le challenge chez Kill Tilt, il y en a plein qui font des trucs comme ça, mais c'est un truc qui est à mi-chemin entre les deux, où tu as un côté un peu masterclass, mais tu as quand même un côté interactif, avec certains cours, avec un Discord pour poster des mains, des hachages, des trucs comme ça. Donc c'est bien, c'est un côté un petit peu entre les deux. Maintenant, la réalité, c'est que si on met la binarité coaching versus masterclass, oui, c'est toujours plus intéressant d'avoir du coaching qu'une masterclass, c'est une évidence. Alors, attention, écoutez bien la phrase jusqu'au bout, c'est très important. On pourrait se dire que c'est plus important le coaching puisque on a en one-to-one avec la personne, il va pointer les problèmes, on a une interaction directe sur chacune de nos problématiques, donc on progresse plus efficacement. Mais la réalité, c'est qu'une masterclass, vous l'achetez, je sais pas, 500 balles, 600 balles, ça va dépendre des masterclass, même plus parfois, et vous avez 80 heures de vidéo, par exemple. Voilà. Ça dépend encore des masterclass, mais le rendement en termes de prix, nombre d'heures de vidéo, il est incroyable. Si maintenant vous prenez un coaching, vous avez 4 heures pour le prix de la masterclass, 5 heures parfois, éventuellement 6 heures selon le coach. Donc la réalité, c'est que c'est pas possible de comparer les deux en fait. Puisqu'il y en a un qui est très très cher, le coaching, et il y en a un qui est beaucoup moins cher, la masterclass. Je dis pas que c'est pas cher, 500 balles. Je dis juste que pour le contenu en nombre de vidéos que c'est peu cher. Le coaching, pour moi, tu peux pas juste te dire je me fais coacher parce que tu pourras pas tu vas pas bosser assez de thématiques. Ou alors, ce coaching doit être très intense et du coup, ça veut dire que tu payes très cher parce que tu as beaucoup d'heures de coaching. Donc, pour moi, ça sert à rien. Ou alors, c'est que tu as de l'argent, beaucoup d'argent, tu es assez aisé et que tu veux juste progresser rapidement au départ. Dans ce cas, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut aussi d'un autre côté. Mais si on regarde par rapport au rapport entre le coût et ce que ça nous rapporte, enfin le rapport entre le coût et le gain, pour moi, c'est Masterclass qui gagne sans aucun conteste parce que il y a juste tellement de contenu pour un certain prix. Et c'est pour ça que pour moi, oui, le coaching, c'est trop bien, mais d'abord privilégier les contenus un peu froids comme un masterclass ou les trucs un peu interactifs dérivés des masterclass. Et ensuite, une fois que vous avez vraiment beaucoup travaillé ça, et beaucoup travaillé ça, c'est pas juste avoir regardé chaque vidéo une fois sans doute, hein, c'est plus que ça, et bien là, vous pourrez prendre du coaching. Moi, je le vois plutôt comme ça. Voilà. En théorie, je suis d'accord avec toi, Flav, mais c'est un peu de la GTO, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est pragmatique en termes de ratio euro, quantité de contenu, etc., c'est tout à fait vrai. Et je te rejoins aussi sur le fait qu'il faut d'abord solutionner plein de trucs via du contenu gratuit ou de la masterclass pour que quand on arrive en coaching, on puisse voir des thématiques plus avancées et qu'entre guillemets, on rentabilise plus. Mais là, on fait ça indépendamment de l'individu. Et il y a des individus qui ont plus de capacité à travailler seuls par eux-mêmes et à comprendre les choses. Il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'être pris par la main, etc. Donc, je pense que c'est important, vous qui nous écoutez, qui cherchez à progresser, de vous poser la question
progression, est-ce que je suis capable de travailler seul ou est-ce que, à contrario, j'ai besoin d'être accompagné par un coach, même par des copains ou des collègues avec qui bosser. Mais du coup, il faut se poser ça avant d'investir dans du contenu. Et c'est ce que je recommande d'ailleurs toujours de faire. C'est avant d'investir quoi que ce soit, essayez de le faire sans payer. Par exemple, avant de prendre une masterclass, bah, dites-vous, moi, je fais un mois où j'essaie de bosser 1 heure par semaine en prenant une vidéo et de la réviser, etc. Si vous êtes prêt à le faire, là, vous passez à l'étape suivante. Mais c'est pas en investissant de l'argent, c'est pas une solution magique qui va vous faire progresser. Ça va venir de vous 90% du travail, quoi. Voilà. Tu sais ce que c'est genre le truc incroyable? C'est que tu prends du coaching avec quelqu'un une fois tous les 2 mois à peine. Et il te donne les guides, il te donne les grandes lignes de ce que tu dois travailler et il essaye un peu de résumer ce que tu vas travailler. Il va dire, ok, bon bah là, on va faire une petite séance d'intro, ça. Durant les 2 mois qui viennent, tu vas travailler tes ranges, préflop et tout. Paf, tu prends ta masterclass sur le côté, tu bosses tes ranges pendant 2 mois. 2 mois plus tard, tu reviens le voir et tu fais le débrief des ranges, machin et tout. Il va corriger les trucs à la marche, ce qui va pas. Il va dire, allez, maintenant, tu vas bosser genre le jeu au flop. Et hop, tu vas bosser le jeu au flop de ton côté, machin. Peut-être que ça, c'est la méthode idéale en soi qui combine un petit peu les deux, tu vois. De manière à pas en plus avoir des coachings trop nombreux, donc trop chers. Voilà. Ouais, moi, je crois que j'aime bien ce que tu dis, Flav. Et par contre, ce que je trouve cool au coaching au début d'un arbre de progression, c'est vraiment pour se situer. Je trouve que c'est une difficulté qu'on a tous, c'est savoir quel est ton réel niveau, Mm. quels sont tes besoins. T'en parlais un petit peu, Adri, tout à l'heure, mais quel nœud du jeu aller travailler. Quand tu es débutant, tu n'as pas cette capacité souvent d'aller te Mm. dire, ok, bah, la situation bébé vs bouton, elle se représente à 70% de mes coups, tu vois. Et du coup, bah, je pense que pour se faire guider quand même, pour savoir où aller chercher, pour savoir les nœuds du jeu dans lesquels aller travailler, c'est quand même sympa. Après, effectivement, c'est un coût. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, Flav. Je pense que dans tous les cas, le coaching, c'est pas l'axe de progression principal. Ça doit être quelque chose de ponctuel. En fonction de. En tout cas, dans les niveaux débutants, quand on commence, hein, on se comprend. Mais je pense qu'il y a plein de contenus qui doivent être faits solo, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, en parlant des contenus, je suis quand même obligé de le placer, mais Flavien, tu travailles pour Kill Tilt, qui propose des formations, qui a une chaîne YouTube qui Mhm. existe depuis des dizaines d'années maintenant sur YouTube, qui propose une masterclass que vous faites tous les ans, un challenge pour progresser. Ouais. Bah après, le problème, c'est que si on commence à parler de nous, je me sens un petit peu piégé, c'est-à-dire qu'on doit essayer de parler d'un peu tout le monde aussi, c'est-à-dire qu'il y a plein de contenus. Je peux pas dire tous ceux que je considère vraiment super bons, mais sans vraiment push vers toi, Robin, mais ce que fait Pure Poker, c'est également très qualitatif. Je sais qu'il y a plein d'autres sites qui sont également très qualitatifs. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour Poker Academy. Il y a aussi, enfin voilà, je peux pas tous les citer parce que malheureusement, mais il y en a plein d'autres qui sont très très bien. Et encore une fois, allez voir les contenus gratuits. Maintenant, chacune de ces écuries, entre guillemets, a des contenus gratuits à proposer pour montrer. Et je pense qu'un truc qui est très important, c'est avoir confiance dans le niveau pédagogique et le niveau technique des gens qui font des vidéos. Mm. Et aussi aimer la manière, la personnalité du coach, tu vois, c'est quand même assez important parce que des fois, si quand tu entends Flavien Guénan dans une vidéo YouTube, il te sort par les trous de nez, t'en peut plus, bah à un Il y a moment beaucoup de donné, tu vas commentaires pas qui prendre disent une ça, hein, mine de masterclass. rien. Ah, il y en a énormément. Ouais. Il doit y avoir du Donc tu vas vrai. pas prendre. Rejoins, Mais non, mais après, je comprends. Moi, enfin, je sais pas, il y a des tas de contenus dans lesquels il y a des tas de trucs de jeux vidéo. Je regarde, je sais pas, je joue beaucoup à TFT, tu vois, par exemple, en ce moment. Et je regarde des Enfer. streams de TFT, je regarde des vidéos de TFT. Et il y en a, ils me sortent par la tête. C'est pas possible, je peux pas les voir, quoi. Et voilà. Et donc, ça se trouve, c'est des bonnes personnes, mais juste, je peux pas. Leur style, je peux pas. Je peux pas leur style, quoi. Et je comprends qu'il y a certains styles qui sont un peu clivants. Il est probable que je sois clivant dans ma manière de faire les vidéos aussi. Peut-être. Et bah écoute, si quelqu'un n'aime pas, et je comprends, bah, il y a d'autres personnes, il y a d'autres personnalités qui font des contenus comme ça. Donc faut pas hésiter à fouiller un petit peu partout, quoi. Ouais. Bah, moi, je t'avoue que je comptais pas parler de tout le panel de coaching FR. Je voulais présenter Kill Tilt du coup. et Pure Poker. Ouais, j'ai toujours des remords à push un peu, tu vois. Non, mais moi, en l'occurrence, c'est deux sites que Là, j'ai je peux mettre le essayé. logo si tu veux, tu vois. À la limite, Ah, si tu tu le vois, je places mets le logo. très très voilà. bien, t'as pas besoin. On te voit gonfler les pecs depuis tout à l'heure. je flouterai au montage. Mais ouais, voilà. En tout cas, moi, effectivement, Kill Tilt et Pure Poker, je trouve que c'est deux solutions qui sont sur le marché, en qui j'ai 100% confiance. Et si vous voulez progresser, allez jeter un petit coup d'œil. Vous serez pas déçus. Est-ce qu'on passe au prochain un élément de ce podcast, c'est-à-dire le quiz? Est-ce que c'est une anecdote ou le quiz, je confonds maintenant? On Je sait crois que c'est jamais. le On sait quiz en jamais. premier, parce que la dernière fois, il m'avait teasé sur mon anecdote avec son quiz, Flavien. Oh, alors, moi, je crois que Oui, c'est mais le c'était quiz d'abord. trompé. Parce que la dernière Ah, fois, j'avais fait l'anecdote Ah, avant, et du coup, je me suis fait engueuler. Donc, ouais, c'est bon, peu quiz importe. Dans first. tous les cas, il y aura les deux. Mais on va pas allons faire le quiz parce qu'en plus, ça fait une belle transition avec ce qu'on vient d'aborder. On va parler de progression et du coup, surtout de base du poker. Donc, ça va être un quiz qui va être assez mathématique et on va dire technique. Et donc, c'est parti. La première question de base, c'est combien y a-t-il de nombre de mains de poker différentes?
Par exemple, roi 9 off, à trèfle carreau, paire de 6, cœur pique, De etc. combo, quoi. Alors, on va pas tricher, on va pas ouvrir Equilab. Et moi, il n'y a pas de Euh, proposition, c'est débrouillez-vous. je, je- je sais 470. plus, je sais plus, c'est 1080 ou 1281. Je vais dire 1281. Ah, Alors, il y en a un qui est beaucoup plus proche que l'autre, et c'est Flavien, puisqu'il y a 1326 combinaisons différentes. Donc, ouais, Robin, je suis complètement à tu l'aise. joues avec un jeu tu joues avec un jeu de Sans 32 couleur. cartes, je crois. Il joue en Monocolore. short deck. Donc, 1326 combinaisons différentes, et ça nous amène à la deuxième question. Du coup, combien y a-t-il de combinaisons identiques? C'est-à-dire si on prend que paire de 6, peu importe les suits, etc. Là, vous pouvez trouver, si vous avez un esprit un peu mathématique, ça peut se trouver, je pense, comme réponse. 221. Non, Flav, ne tape pas au clavier, je vois. Je compte sur mes doigts. Et ça amène à quelque chose sur la progression, je meuble pendant qu'il calcule, c'est-à-dire qu'on peut au poker compter les combos, c'est-à-dire savoir combien il y a de combos d'une même main. Par exemple, les pokés de paire, il y a 6 combos pour chaque poké de paire. C'est-à-dire que si on prend paire d'as, il y a as carreau, as de pique, etc. Et du coup, ça fait 6 combos. Et déjà, il faut savoir qu'il y a 13 paires dans le jeu, donc il y a déjà 13 fois 6 combos. Donc, si j'ai bien compris la question, genre 2-2 c'est 1, 3-3 C'est c'est ça. 1, 4-4 c'est 1. Ok. Donc, moi, je donnerai ma réponse après Robin parce que J'ai sinon, dit il va me copier. 221, moi je vais rester, je vais pas le changer. 169. Il y a une bonne réponse, messieurs, dames. Bah oui. Et c'est Flavien. Puisqu'il Ah, suffisait, il du a coup, quand on calculé regarde aussi. une Bah range 13 de fois poker, Et 13. la flemme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. valet, dame, roi, as, 13. 13 fois 13. Tu sais, Ok. c'est un carré, tu vois. Enfin, Et j'avais pas la logique non plus. Et là, du coup, ça m'amène à un point qui m'a fait un moment, un aha moment, comme on dit dans la progression, c'est de comprendre qu'il y a donc déjà la diagonale sur une range que je pourrais peut-être vous incruster, c'est les pocket pairs. Donc tout en bas, on a paire de 2 et tout en haut, on a paire d'as. Ça monte graduellement. Et la partie qui est au-dessus de cette diagonale-ci, ce sont les mains suitées. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les mains suitées, il n'y a que 4 combos. Il y a carreau, cœur, trèfle et pique. Ok. Et par contre, pour les combos qui sont offshoot, donc en diagonale, au-dessous de la diagonale, il y a 12 combos. Et donc en fait, quand vous allez plus tard dans votre progression commencer à essayer de savoir quel type de main il peut avoir, combien il a de combos de telle ou telle chose, et ben il faut se dire quand même, de base, il y a 3 fois plus de combos offshoot que de combos suités. Pour le alors petit pourquoi il y point. a 12 combos, par exemple, de roi 9 off? Parce qu'il y a roi de trèfle avec le 9 de carreau, de cœur, et Mm. enfin des C'est ça. 3 autres sous, quoi. Et globalement, si Et vous du voulez coup, ça compter fait le 3 nombre de fois 4, combos, 12. vous multipliez la première carte par la deuxième, bah, il y a 4 rois et 4 9, bah, 4 fois 4, ça fait 16 combos au total, dont 4 qui sont suités. Et, Voilà. et voilà, truc intéressant vis-à-vis de ça, par exemple, c'est que si vous mettez votre adversaire sur dame-dame plus as-roi, eh bien, il y a autant de combos quasiment de dame-dame, roi-roi, as-as cumulés que de as-roi. Puisqu'il y a 16 combos d'as-roi, offsuit et suited cumulés, et 6 paires d'as, 6 paires de roi et 6 paires de dame, donc 18. Donc on est quasiment sur du kiff-kiff. Et c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui vont dire oui, mais au mieux, je suis en flip, et gna gna gna, mes couilles en slip. Non, important, comptez les combos. Tout à fait. C'est zéro. Troisième question. Du coup, à quelle fréquence reçoit-on une pocket pair maintenant qu'on a ça comme information? Euh... J'ai l'impression que Robin, tu give up un peu comme moi la semaine Ouais, dernière. j'ai le cerveau là. J'ai une flemme mentale totale. Mais 6% attends, laisse-moi. du temps. 5%. On a encore une bonne C'est 5. réponse. Et c'est encore Flavien. Il est Effectivement, c'est terrible. 6% du temps. Il est bon en maths, hein. Il est bon, il est bon. Bah, 80 combos de paires, ça fait à peu près entre 1 sur 15 et 1 sur 16. Par rapport au nombre, t'as dit 1300 combos de base, donc 6%. Magnifique. Et il coach également en mathématiques. On vous mettra le lien en description. Et du coup, maintenant, on en arrive à un truc de basique. J'ai paire de rois. Je soulève cette belle paire de rois. Je suis à la bulle. Je suis super content. Je relance. Big blind défend. Et là, paf, toujours l'as. Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a toujours l'as au flop? À combien c'est la probabilité qu'il y a un as au flop lorsqu'on a deux cartes qui ne contiennent pas un as? Ok. Contiennent pas un as. Euh, Tout le temps. Moi, je dis 100%. J'ai l'impression qu'il y a toujours un as. Je sais pas vous. Du coup, ça veut dire qu'on ne sait pas si l'adversaire a un as, hein. C'est juste les chances qu'il y ait un as au Non, on bout. ne sait pas. On est d'accord? Ouais. Fais pas comme si Ok. tes calculs étaient précis à ce point-là, s'il te plaît, Non, mais Flavien. si tu. Parce que si l'autre a un as, les chances qu'il ait l'as, du coup, sont plus faibles Oui, parce qu'il n'y aurait pas eu d'as. il Au y en flop, aura un de s'il y a un moins. bloqueur. Je sais plus, c'est genre 28%? Non, je crois que c'est un peu moins, non? 23? Ouais, je Oh, crois que on c'est. a un tout proche, et cette fois-ci, c'est Robin qui marque un point, puisque c'est 22,55%. Aïe, 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 putain, mais lui, il m'a sur les trucs de variance random, là. C'est bien. Là où il faut calculer, je suis là, et là, il y a de la variance, il est là. Ça nous fait un 3-1, et j'ai une question pour Loïc Winda. Ah, mais il n'est pas là, mais du coup, vous allez y répondre. Quelle est la probabilité quand on a Gigi, cette terrible main, qu'il y ait une overcard au flop? Parce que les valets, ça perd tout le temps, il faut le savoir, hein. Vaut mieux la meilleure décision, c'est de folder pré-flop. Alors, Du coup, bah, c'est beaucoup. beaucoup. C'est effectivement la bonne réponse. 50%. 54%. Moi, je dirais même plus, moi. 60?
Eh non, ce sera 52%, donc c'est Flav qui est le plus proche. Honnêtement, je suis impressionné, même toi, Robin, t'es plutôt proche, mais Flav, là, sur la régularité des probas que tu donnes, Très fort, oui, je crois que Flav. tu as une certaine légitimité dans le coaching et Allez, mais c'est l'apprentissage. marrant parce que le truc du père d'As, je sais pas pourquoi, mais j'avais entendu un jour 30%. Du coup, j'étais resté sur cette idée à la con. Et Ah il a non, j'ai fait. 22,55. Ouais, ouais, non, mais tu vois, c'est. Parce que là, c'est pas du talent ou quoi que ce soit, juste j'ai entendu ça un jour et du coup, c'est resté dans ma tête, quoi. Mais Ok, bah, du coup, t'aurais le mieux seul fait de truc que j'avais calculer, entendu, c'était faux. Ouais. t'avais un meilleur taux de résultat quand Non, tu mais c'était calcules. sympa de me laisser un point quand même, les gars, c'est cool. Mm. Merci, Flav. Du coup, je crois qu'on est à 4-1. Ouais, ouais. Mais Mais du la coup, là, question sur les As valait 4 points. c'est ça. Du coup, Égalité. il y a 4-4. Magnifique. Égalité. Et il restera une seule question pour vous départager. Du coup, c'est la Mhm. probabilité de faire un runner-runner. Donc en français, courir-courir, ce qui nous aide pas du tout. Mais faire un runner-runner, c'est-à-dire que si par exemple on est au flop et qu'on a besoin typiquement d'une turn précise et d'une river précise pour pouvoir passer contre la main adverse, quelle probabilité, quelle équité a-t-on? Disons par C'est quoi? exemple qu'il y ait... C'est Pardon? runner runner cœur cœur ou runner runner 4-4? C'est quoi la Runner 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 runner? 4 précise, donc roi de trèfle et 10 de pique par exemple. Ou roi de trèfle, 10 Des... de trèfle pour faire qu'un de flush. Donc carte et la soude de cette Carte carte-là? exacte. Ouais, c'est ça. Carte exacte et carte exacte. Donc, quelle probabilité a-t-on au flop dans cette situation? Et à la turn, si on a réussi à rentrer notre turn correctement. 0,8. Non, beaucoup moins. Donc, 2%, si c'est on une chance prend un sur cas concret, par 50. exemple, Une on chance sur a, 2500, donc c'est une chance sur 2500. alors imaginons, pour que ce soit plus visuel pour ceux qui nous écoutent, imaginons 0,04%. qu'on ait une paire de 8 et que l'adversaire est paire de 10 et il y a un 10 au flop. Du coup, bah, le seul moyen de gagner, c'est de faire turn 8 et river 8. Et donc, du coup, quand on est au flop, on a 0,3% d'équité. Et si jamais, par chance, on fait le 8 à la turn, et bah, du coup, river, on aura 4,55% d'équité, enfin de chance de toucher le 8 Non, river. bah non, un out, c'est pas 4,5 River. Bah si, parce que c'est... Ah, attends, pourquoi j'ai mis Non, 4%? c'est deux fois moins. T'as un C'est out, Non, c'est 2%. non, 2%. c'est 2 normalement, et c'est 2,2, un truc comme ça, effectivement. C'est 1 sur 52, en fait, c'est 1 sur 52 fois 1 sur 50, 51, quoi, un Ouais, truc comme ça. c'est ça. Donc ça fait une chance sur 1000. En fait, flop, t'as 4% de chance de toucher turn ton out parce que t'en as deux. Mais river, tu n'en as plus qu'un, donc t'as 2% de chance de Ouais. toucher river. Voilà. Oui, Donc donc du c'est une coup, chance river, sur il y a une 50 fois erreur. une chance sur Et du 25. coup, on blâmera le site de Party Poker sur lequel j'ai été piqué ces statistiques, puisqu'il y a une coquille dans la valeur river. Voilà. Moi, je propose qu'on annule ce quiz, parce il m'a l'air erroné du Quoi? début à la fin. Attends, j'ai la bonne réponse et en plus j'ai des Toi, bonnes. t'avais pas la bonne J'avoue, réponse, là. t'as dit une chance sur 2500. T'étais plus loin que moi, là, hein. C'est Ouais, point pour moi, hein. ouais. Non, bah non, Ah jamais. oui, Non, Gros mais pour le flop, malade. c'est bien sûr. 0,3%, on n'est pas loin du coup. D'une chance sur 2005. Si on arrondit, ça doit être ça, hein. Non, en fait, j'ai fait une erreur parce que j'ai fait un out into one out, alors que c'est deux out into one out. Ouais. Donc je me suis quand même trompé. Bien C'est joué, pas une Flav. chance sur 2005, c'est une chance sur 1002. 5-4, franchement, je me suis bien battu, c'était ça. Ouais. J'ai changé un petit peu des quiz de live dans lesquels je En me vrai, c'est retrouvais cool pas. Je comme sais pas si quiz. ça vous plaît. C'est vrai que ça change. C'est bien, ça varie. Puis ils avaient pas besoin de repères visuels, c'est bien. C'est dur de faire des trucs techniques Mm. sans repères visuels. Et comme ça, Ouais, je après, s'il y en a qui change. ont essayé de calculer comme toi, ils ont peut-être fait un accident au volant parce que calculer les one out into one out. Imagine pendant ton footing, là, à l'enfer. Ah Ah ouais, Et le non. mec, il croyait que j'étais en train de tricher, alors que j'étais en train de compter sur mes doigts comme un teubé. Ouais. Ouais. Bah effectivement, sensation pas ouf, hein, quand tu te fais éclater au quiz. Je vais peut-être Ça, faire t'as les vu quiz la Ah. semaine prochaine. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Bien disait joué, David bien Kittel. joué. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vas-y. Excuse-moi, t'as parlé de l'actualité que tu n'as pas prise du coup, Flav, concernant Davidi? Le retour dans la tête d'un pro, non, on n'en a pas Ouais. parlé. Ça- Tu veux en parler? Eh ben, on n'en parle pas. Bon visionnage à tous. Et du Oh, coup, on en c'est toi, reparlera la Flav, prochaine qui va fois. nous faire l'anecdote. Ouais, et franchement, je vais faire hyper rapide parce que c'est juste une anecdote qui est contextuelle. Alors, attends. Ouais, c'est cool. Je rappelle qu'on est sur une anecdote bluff ou pas bluff. Donc, Ah potentiellement. merde. Merde, je savais pas. Bah, moi, je dis pas bluff du coup. Ok, Pas toi. Ou alors là, il est en train de te bluffer. Parce que Oh, ça serait magnifique. il est très très fort, Flav, sache-le. Donc, On ouais, va les peut-être gars, refaire le Ok. tel de la semaine dernière. quand vous allez Ok, ok, entendre ok. l'anecdote, vous devez Alors, je deviner commence. si c'est vrai ou pas. Ok. Allez, c'est parti, mon Flav. Donc, le truc, c'est qu'on parle des bons ou des mauvais joueurs. Qu'est-ce qu'un bon ou un mauvais joueur? Et il arrive de temps en temps qu'on se trompe et on pense qu'un mec est pas ouf, alors qu'en fait, il est vraiment plutôt bon, voire très bon. Et je pense que ça nous est tous arrivé. Et il y a eu notamment des joueurs dans le passé qui se sont démarqués comme ça, où tous les règles à qui je demandais, ils me disaient, mais ce mec-là, il est claqué, il fait n'importe quoi et tout. Alors qu'en fait, le futur nous a montré que c'était pas le cas. Et donc, big up, là, on n'est pas encore dans du vrai ou faux, parce que pour l'instant, c'est du vrai. Mais big up, du coup, à, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais Neuville25, qui était un mec qui, sur PokerStars, jouait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça date d'il y a peut-être
8-9 ans Cap Pierre qu'il a Neuville, arrêté. on a vu au entre guillemets. WPO Bratislava. Absolument pas. Alors absolument pas, vraiment pas du tout. Neuville Donc Londubat, Neuville 25. Gryffondor. Non plus. Ok, bon, c'est Non pas lui. plus. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment genre tout le monde le connaissait parce qu'en fait c'était le mec qui jouait le plus sur PokerStars, qui était tout en haut du leaderboard tellement il avait de volume et tout. Et lui, il avait un style de jeu très 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 atypique dans lequel il défendait ses blindes 6 BB deep, il défendait Valet 4 en big blind et tout. À un moment où personne ne le faisait. Où vraiment personne ne le faisait, où pas grand monde le faisait. Et on se disait tous, mais c'est juste un fiche et il a des trucs bien dans son jeu, mais il y a des trucs vraiment pas ouf du tout dans son jeu. Et vraiment, quand on discutait avec les règles, il y avait toujours eu ce truc-là. Et la réalité, c'est que bah, il gagnait de ouf et il était vraiment chiant. Et bah, le futur nous a montré qu'il avait terriblement raison. Terriblement raison. Et donc voilà, big up pour ce joueur-là, qui en réalité, bah, tout le monde se disait c'est un mauvais joueur alors que c'était un bon joueur. Et du coup, maintenant, je vais vous raconter une histoire un petit peu dérivée de celle-ci. Je suis sur un EPT et il y a un joueur très connu je me dis, j'ai très peur de jouer contre ce joueur-là. Donc, c'est Dominique Panca. Non, j'arrivais plus à trouver son nom de famille. Dominique Panca. Vous Je vois connaissez? bien. Vainqueur EPT, joueur incontesté, on va dire, hein. Et le mec, à table, il se met à jouer une main contre moi. Et quand je vois le showdown, je me dis, il est vraiment claqué au sol, le frère. Tu vois, vraiment, je me dis, il y a un problème dans cette main. Tu vois. Et c'était il y a 7 ans. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas encore fait ses perfs à ce moment-là. Donc, j'ai pas de truc de me dire, ce mec, c'est une bête, tu vois. Je le vois, et je me dis vraiment, putain, le mec est claqué au sol. Et toute la journée, j'essaye de jouer en me disant, ce mec-là, c'est pas ouf, il m'a montré un showdown que j'aime pas. Toute la journée, je me suis dit, c'est mon fiche et je vais le 3-bet, je vais le jouer et tout, tu vois. Bon, j'ai bust. J'ai bust de cette EPT lamentablement. Lui, il a qualif, etc. Bref. Quelques mois plus tard, je me retrouve à Vegas sur un 5K Six Max. Et je suis à ma table, je suis en train de jouer, machin. Et il y a Ben Pollack, Benjamin Pollack, qui est à la table d'à côté, qui est à la table de Dominique Panca. Et il me dit, Tain, enfin, il me dit, est-ce que ta table, elle est bonne ou pas? Je dis, bah ouais, j'ai lui qui est pas mauvais, il y a lui qui est bon, ça va et tout. Et lui, je dis, la tienne, ça va. Il me dit, la table est hyper tough, mais il y a un mec, c'est un spot de ouf. Et il me montre Dominique Panca. Et je lui dis, mais bah moi je l'ai déjà joué et tout, et vraiment, genre, il en mettait partout, énorme calling station, vraiment, il clique et tout, enfin, pff, il y a moyen de le niquer facilement. Lui, il est full ego, il est agressif, mais vraiment, il en met de partout, il est trop calling station, ça va être facile, il splash trop, quoi. Et c'était aussi ce que pensait Benjamin à ce moment-là, tu vois. Et il s'avère qu'il buste Benjamin, et bon, bah, ce mec-là, il a la carrière qu'il a eue ensuite. Et donc, ma question. Et ensuite, Heureusement qu'il devait être Ouais, content. c'est exactement ce que j'allais dire. Mais vous m'avez forcé à faire un vrai ou faux. Est-ce que cette anecdote est vraie? Il y a eu beaucoup de tels dans mon histoire. Alors, est-ce que c'est vrai du coup que C'est quoi la Que chute? Ouais, Dominique c'est- Panca, j'ai joué contre lui et qu'il était claqué au sol et qu'on était plusieurs règles à trouver qu'il était claqué au sol et c'était notre fiche de la game. c'était il y a 7 ans et la deuxième partie c'était il y a 7 ans aussi? C'était tout. Ouais, c'était l'été qui a suivi. Ok. C'était EPT genre Berlin, je crois, ou un bail du genre à l'époque et ensuite WSOP dans la foulée. Moi, ça me fait penser un peu à mon anecdote du dernier épisode, quoi. C'est que y a pas de vraie chute. C'est. Je me dis que T'inquiète, la t'aurais chute, elle va bluffé, t'aurais peut-être trouvé un joueur qui parlerait à plus de monde. Je dirais vrai, moi. Pas ouf. Ouais, je sais pas. Et il était Euh, vraiment claqué, hein. Vraiment, c'était notre fiche, quoi. On l'a regardé. Je l'ai vu à sa table, j'ai fait putain, je le reconnais lui, vraiment, t'inquiète, Ben, là, tu vas print. Ça te ressemble ouais, bien. je vais te croire alors. Je vais te croire. Ok. Eh bien, toute l'anecdote était vraie, mais c'était pas Dominique Panca. J'ai juste changé le nom de la Ah, le personne. vendu. Oh, Et je vous ai niqué. Je vous ai c'est niqué. Adrian Mateos. Ah, non, alors, le joueur, je sais pas si vous le connaissez, c'est Dario Sammartino. Ah oui. Allez, Runner-up du main event des WSOP, rien que ça, contre Hossein Einsan. Et donc, Dario Sammartino, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé à vraiment beaucoup jouer le circuit live, jouer tous les EPT et jouer tous les WSOP, et ce mec, donc je l'ai joué sur un EPT, et il m'a montré un showdown où je m'étais dit, putain, il est claqué au sol, le frère, tu vois. Et vraiment, j'avais été très dur avec lui. Et j'avais eu la confirmation par Ben Pollack qui m'avait dit, moi aussi, je le trouve nul et tout. Et il y avait vraiment cette histoire-là. Et à chaque fois que je le jouais, je me disais, je vais le niquer, lui, parce qu'il fait n'importe quoi et tout. Et j'ai su que plus tard, que c'était un top de chez top de chez top. Et en fait, il était très fort, mais il avait aussi des ranges qui étaient un petit peu alambiqués parfois parce que c'était un top reg heads up.
sur le point IT. Et du coup, il avait un peu construit ses armes en heads-up et il n'avait pas tous les trucs du tournoi. Donc des fois, il avait des ranges où effectivement, des fois, il n'était pas au bon endroit. Mais le mec était trop smart. Il était une compréhension du jeu qui dépassait complètement la mienne en fait à ce moment-là. Et celle de pas mal d'autres avec qui j'en avais parlé, quoi. Et donc, c'est bien d'avoir une petite dose d'humilité des fois. Parce que bah, je m'étais dit ça et en fait bah voilà le mec c'est un top de chez top et il a la carrière qu'il a eu derrière, hein, vous la connaissez, hein, runner-up du main event, plein d'autres perfs, il joue des high Surtout rollers, online aussi, il crush une tonne là sur les ouais, high stakes. il crush et bah voilà en fait au début du point FR quand il y a eu l'ouverture du point IT là-bas, lui il crushait les heads up, c'était le mec qui en heads up qui défonçait tout le monde, quoi. Voilà. Le fuir Donc qui italien, voilà quoi. pour mon anecdote. Ok, Voilà très pour mon sympa. anecdote. Bah, n'hésitez pas à noter l'anecdote de Flavien dans le chat, les gars, à la fois sur la longueur et sur la pertinence. Et moi, ça me fait penser à un petit truc juste pour clôturer, pour clôturer cet épisode, c'est que j'ai l'impression, et surtout en live, c'est assez criant, que tout le monde a l'impression d'être le shark à table. T'as l'impression qu'en fait, tout le monde prend les autres Mais pour mec, des fiches. ça c'est le Au poker. poker, c'est Tout le une monde folie, pense quoi. tout le monde pense que le fiche de la table c'est les autres et que nous on est Exactement. best. Ça c'est vraiment un truc. Et c'est assez ouf. Et je crois que j'avais vu un sondage qui disait 80% des gens dans la société se sentent au-dessus de la moyenne. C'est un truc de mec aussi, c'était vachement un truc de mec. Je crois qu'il y a genre 30% Peut-être, ouais. des gens qui pensent qu'ils sont des hommes qui sont prêts qui sont capables de faire décoller un avion, par exemple. Un petit phénomène de surconfiance, quoi. Ouais, Facile. c'est possible. Ok, bah en espérant que cet épisode vous a plu, les gars, on a été un peu plus long que les autres, 1h07, bientôt 1h10. Je sais pas si vous avez des petites phrases La pour conclure. La Adrien. thématique était un petit peu complexe, donc en soi c'est normal qu'on ait débordé, je pense. Moi, en vrai, c'était super intéressant ce petit quiz, ça a changé effectivement. Et en tout cas, on va vous remercier pour l'écoute. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de thématiques principales, des actus qu'on a oubliées, des commentaires particuliers sur le quiz, sur toute l'organisation du podcast, on prend, on apprécie. Et sinon, juste des commentaires random pour nous soutenir avec plaisir. Et puis, N'hésitez pas à faire un vrai retour sur le quiz parce qu'il est très différent de ceux qu'on a fait dans le passé, donc ça peut être bien aussi de voir à Si quel jamais point ça vous plaît. Voilà. Moi, Ouais. je vais faire un petit aparté là avant la fin parce qu'il y a quelque chose qui vient me revenir en tête, notamment par rapport au fait d'apprendre le poker et donc de débuter. Le poker est un jeu d'argent qui comporte des risques, donc je pense que c'est important aussi de faire de la prévention par rapport à ça et aussi de rajouter que c'est pas forcément nécessaire d'aller jouer du vrai argent pour progresser. On peut aller jouer sur en play money, etc. ou avec des amis. Et si les gens font n'importe quoi, c'est pas un problème. Au contraire, ça peut apprendre à les exploiter. Donc, soyez vigilants par rapport à l'argent quand vous débutez le poker, quoi. Ça comporte des risques. complètement. Voilà. Ok. Et puis, sur cette petite phrase prévention, on va vous laisser là-dessus, les gars. Encore merci à tous. Et on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et on vous laisse avec le super Ciao, jingle. salut. Ciao tout le monde. Une main qui tremble un peu, un coup d'œil sur ton menu t'appuie. Tu joues, tu restes calme, tout le jeu tient dans ta paume morale.